Il y a des jours où tu crois venir pour une petite chose, un détail sans importance. Et puis, une décision te tombe dessus comme un vent froid au milieu d'un champ vide. Ce jour-là, l'homme ne cherchait même pas une machine. Il cherchait juste un outil simple, quelque chose de raisonnable, de discret. Un achat normal. Un achat qui ne change rien. Mais à la fin de la journée, il allait rentrer chez lui avec un secret. Un secret caché dans une boîte de métal. Un secret qui allait le suivre pendant des années, sans qu'il ose en parler. Parce que personne n'aurait compris. Et peut-être, parce que certaines choses ne t'appartiennent pas vraiment, même quand tu les tiens dans tes mains. C'était un matin de printemps, au milieu des années 80. Dans une petite vente aux enchères, sur un terrain poussiéreux, pas loin d'un village entouré de champs et de silos. Les gens parlaient bas. On sentait l'herbe humide, la terre lourde, les chaussures qui s'enfoncent un peu. Dans le fond de la foule, un homme de 40 ans passé restait silencieux. Il s'appelait Mathis Lemaire. Un agriculteur comme on en voit peu, pas parce qu'il faisait du bruit, mais justement parce qu'il n'en faisait pas. Mathis travaillait une exploitation moyenne, des hectares de maïs et de soja, et quelques bêtes sur une prairie que son grand-père avait défrichée bien avant lui. Son vieux tracteur principal était fidèle, oui, mais il soufflait déjà trop fort sous la charge. À chaque saison, Mathis empruntait une charrue plus lourde, et il sentait que ça tirait, que ça forçait, que ça finissait par user les choses et les nerfs. Il avait promis à sa femme qu'il ferait attention aux dépenses. Sa femme s'appelait Élise. Elle avait ce regard calme, le regard de quelqu'un qui sait compter non seulement les chiffres, mais aussi les risques. Mathis était venu aux enchères pour un outil de fenaison. Rien de plus. Il avait même répété ça dans sa tête, comme pour se tenir droit, je prends l'outil, et je rentre. Et puis, la machine est arrivée. Un gros tracteur ancien, carré, massif. La peinture passée, terne, comme si le soleil avait effacé sa fierté. Une vitre rayée. Un rétroviseur de travers. Et sur l'arrière, une trace sombre, de l'huile ou un liquide qui avait séché au fil des jours. Le commissaire-priseur a levé le bras, bon tracteur de travail, prêt à repartir au champ. Mathis n'a pas bougé. Il a simplement regardé le compteur d'heures annoncé, le genre de nombre qui fait hésiter les gens. Les offres ont démarré haut, puis elles ont ralenti. Comme un moteur qui tousse et que personne ne veut écouter trop longtemps. Les voix se sont raréfiées. Les mains ne se levaient plus. Le commissaire-priseur a balayé la foule du regard, cherchant quelqu'un, n'importe qui. Et c'est là que Mathis a levé la main. Juste une fois. Un geste court. Quelqu'un a surenchéri. Mathis a levé la main encore. Et puis, le silence. L'autre acheteur a reculé, a secoué la tête, et s'est détourné. Le marteau est tombé. C'était fait. Mathis a retrouvé Élise près de l'enclos où l'on présentait du matériel plus petit. Il a attendu une seconde, comme si ses mots avaient besoin d'air avant de sortir. J'ai acheté, le tracteur. Élise l'a regardé longtemps. Pas de colère. Pas de cri. Juste ce silence lourd, celui qui ne sert pas à punir, mais à comprendre. Ce n'était pas prévu, a-t-elle dit doucement. Mathis a baissé les yeux. Je sais. Élise a demandé, d'une voix très simple, tu as vérifié dessous? Mathis a avalé sa salive. Pas vraiment. Elle n'a pas ajouté grand-chose. Mais sa façon de se taire disait tout, alors maintenant, tu vas porter ça. 3 jours plus tard, le tracteur est arrivé sur une remorque. Mathis l'a fait descendre lentement, avec prudence, comme si une machine pouvait sentir la peur. Son voisin, Arnaud Besson, a arrêté son engin de l'autre côté de la route pour regarder. Arnaud était du genre à commenter tout, surtout quand ça ne lui coûte rien. Il a tourné autour du tracteur. Il a soufflé du nez, comme quelqu'un qui juge. Tu as payé pour ça? Mathis a répondu simplement, oui. Arnaud a secoué la tête. Ces modèles-là, on dit qu'ils finissent souvent en panne. Et pour les pièces, c'est compliqué. Mathis n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête, comme si la critique glissait sur lui. Quelques jours plus tard, au magasin coopératif, un autre agriculteur l'a abordé. Lucien Dorval, un homme qui aimait les machines récentes, les achats rapides, les solutions financées, tout ce qui brille. Alors, Mathis, on m'a dit que tu avais ramené un vieux gros tracteur?
Mathis a confirmé. Lucien a eu un petit rire. Tu vas y laisser plus que tu ne crois. Une machine comme ça, elle te mange le temps. Et le temps, c'est la vraie valeur. Mathis a gardé le visage neutre. Il ne voulait pas discuter. Parce qu'il n'avait pas acheté une promesse, il avait acheté une chance. Le soir même, dans la cour, Mathis a enfin fait ce qu'il n'avait pas fait à l'enchère. Il a ouvert le capot. Vérifié les niveaux. Inspecté les durites. Écouté le moindre bruit, le moindre souffle. Puis il s'est glissé sous la machine. La terre lui a collé au coude. Il a repéré la fuite, un raccord un peu lâche. Il l'a serré, simplement. Et la trace a cessé. Il est remonté, a essuyé ses mains sur un chiffon, et il a tourné la clé. Le moteur a hésité, puis il a pris. Pas de fumée anormale. Pas de claquement inquiétant. Juste un bruit franc, comme un vieux cœur qui se rappelle comment battre. Mathis a laissé tourner longtemps. Très longtemps. Assis sans bouger, à écouter. Et il s'est dit, presque malgré lui, peut-être, qu'il se trompe. Mais à l'intérieur de la cabine, c'était un autre monde. De la poussière partout. Un siège fatigué. Des traces anciennes de boue séchée. Mathis a nettoyé. Lentement. Méticuleusement. Et quand il a tiré le tapis de sol pour le secouer dehors, il a vu quelque chose coincé sous le siège conducteur. Une boîte à outils en métal, rayée, rouge passé, comme un objet oublié exprès. Mathis l'a tirée vers lui. Elle n'était pas verrouillée. Il l'a ouverte. Et à l'intérieur, il a trouvé des papiers. Beaucoup de papiers. Des reçus soigneusement empilés. Un cahier à spirale rempli d'écritures serrées. Et un petit carnet noir, avec un nom écrit sur la première page. Mathis s'est assis dans la cabine, la porte entr'ouverte, le soleil tombant en biais sur ses mains. Il a lu la première ligne du petit carnet. Et à cet instant, sans le savoir encore, il venait d'acheter bien plus qu'une machine. Mathis est resté assis, immobile, la boîte ouverte sur ses genoux. Le moteur était éteint, mais dans sa tête, il tournait encore. Il sentait ce mélange étrange, la curiosité et la prudence, comme quand on ouvre une vieille porte dans une grange et qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver derrière. Le petit carnet noir avait une couverture souple, usée sur les coins. Sur la première page, un nom, Système d'entretien et Émile Renault. Mathis a froncé les sourcils. Ce nom ne lui disait rien. Il n'avait jamais entendu parler d'Émile Renault dans les environs. Le tracteur venait d'une succession, d'une vente après un décès, et pourtant, ce carnet ressemblait moins à un simple souvenir qu'à un message. Il a reposé le carnet un instant, et il a pris la pile de reçus. Ils étaient rangés dans l'ordre. Des dizaines de feuilles, toutes conservées avec un soin presque obsédant. Chaque vidange. Chaque filtre. Chaque intervention hydraulique. Même les petites pièces. Même les détails qu'on oublie habituellement parce qu'on se dit « À quoi bon noter ça ?» Et pourtant, quelqu'un avait tout noté. Mathis a feuilleté, page après page. Ce n'était pas seulement une preuve d'entretien. C'était une façon de penser. Une discipline. Il a ensuite pris le cahier à spirale. Sur la couverture, on lisait à peine « Carnet de suivi ». À l'intérieur, la même écriture fine, nette. Chaque ligne commençait par une date. Puis une tâche précise. Puis des heures de travail. Puis des remarques. Pas « travail au champ ». Mais « labour parcelle nord, déchômage zoné, transport remorque, prise de force 2 heures ». Et ensuite, ce qui a surpris Mathis, des chiffres. Des consommations. Des notes sur la pression. Des observations sur le comportement du moteur. Comme si la machine avait parlé, et que l'homme avait appris sa langue. Mathis a senti un frisson. Pas de peur. Plutôt, une impression de tomber sur quelque chose de rare. Il a repris le petit carnet noir. Les pages suivantes n'étaient pas un journal. C'étaient des instructions. Des phrases simples, directes, écrites comme on parlerait à quelqu'un qu'on respecte. Ne change pas l'huile parce qu'on te l'a dit, change-la quand la machine te le montre. Écoute le bruit de la pompe. Elle te prévient avant de te trahir. Une pression qui baisse après plusieurs heures continues n'est pas une fatalité, c'est un signal. Mathis a lu plus lentement. Le carnet expliquait comment prolonger les entretiens sans risquer la casse,
en surveillant la température, la pression et le comportement. Il décrivait une méthode pour nettoyer le circuit hydraulique selon une séquence précise, en actionnant les commandes dans un ordre particulier pour éviter l'accumulation de dépôts. Il listait des réglages fins, modestes, presque invisibles, mais qui, mis ensemble, pouvaient changer une vie de travail. Mathis s'est arrêté sur une page où un schéma était dessiné à la main. Des flèches. Des passages. Des notes en marge. Il s'est dit, celui qui a écrit ça, il connaissait cette machine comme on connaît un membre de la famille. Il a continué. Une autre page parlait des roulements avant. Pas avec de la peur, mais avec une certitude calme, on ne voit pas venir la panne la plus chère. Alors on la devance. Une page donnait des références de filtres compatibles, moins chers, mais aux mêmes caractéristiques. Une autre indiquait quel vendeur gonflait les prix, et où acheter au plus juste. Mathis a relevé la tête et a regardé le tracteur, comme si, soudain, il n'était plus seulement une carcasse usée, mais un objet qui avait été aimé, compris, respecté. Au fond du carnet, une phrase était soulignée, presque comme une signature. Cette machine te survivra si tu l'écoutes. La plupart des hommes ne le font pas. Mathis a fermé le carnet. Il est resté silencieux. Il aurait pu aller tout de suite montrer ça à Élise. Il aurait pu courir chez Arnaud pour lui dire, tu vois, ce n'est pas un hasard. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il sentait que ce carnet n'était pas juste un avantage, c'était une confiance laissée par quelqu'un d'autre. Et Mathis avait été élevé d'une certaine façon. Son père, Gaston, lui avait appris deux choses, ne pas devoir sa ferme à des promesses, et respecter ce qu'on possède comme si c'était la dernière chose qu'on laisserait derrière soi. Quand Mathis était adolescent, son père l'avait forcé à comprendre les outils avant de les utiliser. Et si tu conduis, tu dois savoir. Pas pour faire joli, mais pour survivre aux années dures. Et les années dures. Mathis les avait connues. Il avait repris la ferme après des soucis de santé dans la famille. Il avait porté des dettes qui n'étaient pas entièrement les siennes. Il avait serré les dents pendant que les prix changeaient et que tout coûtait plus cher, saison après saison. Et justement, quand il avait enfin réussi à retrouver un peu d'air, il s'était promis de ne plus être pris à la gorge. C'est pour ça qu'il avait levé la main à l'enchère. Parce que ce prix, il pouvait l'absorber. Parce que l'idée d'un achat énorme l'étouffait. Le soir, quand Élise est sortie sur le pas de la porte, Mathis était encore dans la cour. Elle a vu la lumière dans la cabine. Elle a vu son mari, assis, un carnet dans la main. « Tu fais quoi » a-t-elle demandé. Mathis a hésité. Puis il a refermé la boîte à outils, lentement. « Je vérifie ce qu'on a acheté. » Élise a avancé, a posé une main sur la portière. Elle a regardé l'intérieur, sans monter. « Et alors » Mathis a gardé un ton neutre. Le moteur tourne propre. La fuite était un raccord. Rien de grave. Il n'a pas parlé du carnet. Pas parce qu'il voulait mentir, mais parce qu'il ne savait pas comment en parler sans que ça ressemble à une histoire folle. Élise a hoché la tête, a inspiré doucement, puis elle a dit. « D'accord, mais promets-moi une chose. Si ça commence à nous coûter trop, tu arrêtes. » Mathis a répondu, « Je te le promets. » Mais au fond de lui, il ne pensait pas que ça leur coûterait trop. Il sentait presque l'inverse. Comme si quelqu'un, avant lui, avait déjà payé le prix, pour lui laisser la route. La semaine suivante, Mathis a attelé la charrue qu'il empruntait chaque printemps. Un outil lourd. Exigeant. Le genre d'outil qui révèle la vérité d'un tracteur en moins d'une heure. Il a pris une parcelle qu'il connaissait par cœur. Une terre qui résiste, un peu grasse, difficile au début du printemps. Il a lancé le travail. Et la machine a tiré. Sans forcer. Sans geindre. Mathis a gardé le régime moteur exactement comme le carnet le recommandait. Pas trop haut. Pas trop bas. Juste au point où la puissance arrive sans s'user. Après plusieurs heures, il s'est arrêté. Il a écouté. Il a regardé les cadrans. Tout était stable. Le soir, il a vérifié l'huile comme un homme qui s'attend à une mauvaise nouvelle. Le niveau n'avait pas bougé. Alors il a ouvert la boîte. Il a relu quelques lignes. Et il s'est dit, à voix basse. « D'accord, je vais t'écouter. » Les jours ont passé. Le tracteur a travaillé.
Et rien n'a cédé. Arnaud a fini par lui lancer, depuis la route, alors, ton vieux monstre tient le coup? Mathis a répondu calmement, oui. Pour l'instant. Arnaud a ricané. Attends la vraie saison, ça casse toujours quand il faut pas. Mathis n'a pas répondu. Il est monté dans la cabine. Et, avant de démarrer, il a glissé la boîte à outils sous le siège, exactement là où il l'avait trouvée. Comme si elle devait rester cachée. Comme si elle devait rester à sa place. À la fin de ce premier printemps, Mathis avait ajouté beaucoup d'heures de travail à la machine. Et pourtant, il avait dépensé très peu. Juste l'entretien. Juste ce que le carnet disait. Pas plus. Pas moins. Et plus il suivait ce système, plus le tracteur devenait prévisible. Plus il cessait d'être une menace, et devenait un partenaire. Un soir, Élise l'a trouvé dans la cuisine, en train de noter des chiffres sur une feuille. « Qu'est-ce que tu écris ?» Mathis a répondu sans lever les yeux, « La consommation. » « Les heures. »« Ce que j'ai fait aujourd'hui. » Élise a cligné des yeux. « Depuis quand tu fais ça ?» Mathis a marqué une pause, puis il a dit simplement, « Depuis que j'ai compris que ça peut nous sauver. » Élise n'a pas insisté. Mais elle l'a regardé autrement. Comme si, pour la première fois depuis l'enchère, elle voyait qu'il n'avait pas acheté un problème, mais une méthode. Et pendant que les autres se moquaient, pendant que Lucien parlait de machines neuves et de puissance, Mathis, lui, avançait à son rythme. Sans bruit. Sans fierté affichée. Mais avec quelque chose de plus rare, une confiance qui se construit dans le silence. La boîte à outils est restée sous le siège, toujours au même endroit. Comme une pierre dans une poche, on ne la voit pas, mais on la sent. Mathis n'en parlait pas. Ni à Arnaud. Ni à Lucien. Même pas à Élise, pas vraiment. Il lui disait la vérité sur les réparations, sur les dépenses, mais pas sur le carnet. Pas sur cette phrase qui lui revenait parfois le soir, quand la cour était silencieuse. Cette machine te survivra si tu l'écoutes? Alors Mathis a fait ce que font les gens prudents, il a laissé les faits parler à sa place. Les années ont commencé à glisser, l'une après l'autre. Chaque printemps avec ses décisions. Chaque été avec ses longues journées. Chaque automne avec ses urgences. Chaque hiver avec ses réparations à faire au chaud dans l'atelier. Et le tracteur, lui, a continué. Pas comme une légende. Comme un outil. Un outil qui démarre. Un outil qui répond. Un outil qui ne trahit pas. Mathis a suivi le carnet comme on suit une recette qu'on ne comprend pas entièrement au début, mais dont on voit le résultat. Il a noté la pression quand le moteur était à température. Il a observé les variations, les petits signes. Il a fait les nettoyages hydrauliques selon la séquence conseillée, même si c'était plus long que faire vite. Il a réglé de petites choses, un détail par-ci, une habitude par-là. Et surtout, il n'a pas attendu la panne pour s'occuper de la machine. Dans le voisinage, ça faisait rire. On appelait ça s'occuper trop. Comme si prendre soin était un défaut. Lucien, lui, aimait rappeler ses achats récents. Ses machines plus puissantes. Ses nouveautés. Ses écrans lumineux dans la cabine. Tu verras, un jour tu comprendras que le progrès, ça se finance, disait-il. Mathis souriait poliment. Mais il ne répondait pas. Parce qu'il connaissait la sensation d'une dette. Il connaissait le poids d'une obligation mensuelle qui te serre la poitrine quand la météo tourne mal. Mathis avait vécu des saisons où on se demande si on doit acheter un simple sac de semences de plus, ou garder l'argent pour la maison. Alors il avançait autrement. Un après-midi, après une journée de travail, Arnaud est passé dans la cour. Il s'est approché du tracteur, a regardé la cabine, a tapoté la roue du pied. « Toujours vivant, ton vieux truc ?» Mathis a répondu calmement, « Toujours. » Arnaud a levé les sourcils, comme si ça l'agaçait presque. « Tu as eu de la chance. » Mathis a essuyé ses mains sur un chiffon. « Peut-être. Mais ce n'était pas de la chance. » Et au fond, Mathis le savait. Un soir d'hiver, alors que le vent faisait trembler les portes du hangar, Mathis a décidé de faire une vérification complète. Pas parce qu'il y avait un bruit. Pas parce que quelque chose clignotait. Juste parce que le carnet disait, à ce stade, regarde.
Il a démonté une partie du système hydraulique avec patience. Il a suivi les étapes du carnet, ligne après ligne. Il a inspecté comme un médecin inspecte un cœur, sans panique, mais sans naïveté. Et quand il a terminé, il a compris quelque chose. La machine n'était pas miraculeuse. Elle n'était pas indestructible. Elle était simplement comprise. Comme un cheval qu'on ne brusque pas. Comme une terre qu'on connaît par endroits, par odeur, par saison. Mathis a tout remonté. Il a nettoyé ses outils. Puis il a écrit ses propres notes dans le cahier à spirale, juste après les dernières lignes d'Émile Renault. Il a écrit la date. Le travail fait. Ce qu'il avait observé. Et, sans s'en rendre compte, il venait de prolonger un fil. Les enfants de Mathis avaient grandi dans cette routine. Pas une routine triste, une routine stable. Sa fille aînée, Clara, était revenue à la ferme après ses études. Pas pour reprendre en criant victoire. Plutôt pour aider, pour être là, pour ne pas laisser ses parents porter tout seuls. Mathis l'aimait profondément, mais il avait peur pour elle. La ferme ne nourrit pas deux familles facilement, lui avait-il dit. Clara avait répondu, alors je travaillerai ailleurs et je t'aiderai quand je peux. Mathis avait hoché la tête. Il n'avait pas su dire non. Un samedi, Clara a voulu déplacer le tracteur pour ranger le hangar. Elle a grimpé dans la cabine, a reculé doucement, et, en descendant, elle a remarqué la boîte sous le siège. « C'est quoi, ça » a-t-elle demandé. Mathis a figé une seconde. « Des papiers d'entretien » a-t-il répondu. « Je peux voir » Mathis a hésité. Ce n'était pas un objet dangereux, mais c'était intime. Comme une lettre qu'on n'a jamais montrée. Finalement, il a dit « oui ». Clara a pris la boîte le soir, à la table de la cuisine. Élise préparait du thé. Mathis faisait semblant de regarder dehors. Clara a feuilleté les reçus. Puis le cahier. Puis le petit carnet noir. Elle a lu en silence. Longtemps. Son visage changeait à mesure qu'elle avançait, d'abord surprise, puis impressionnée, puis presque émue. Elle a levé les yeux vers Mathis. « Et qui a écrit ça » Mathis a répondu d'une voix basse, « Je ne sais pas. C'était sous le siège quand je l'ai acheté. » « Et tu as suivi tout ça » Mathis a marqué une pause. « Oui. Tout. » Clara a posé le carnet sur la table comme on pose quelque chose de précieux. « Papa, c'est incroyable. La plupart des gens ne font même pas un quart de ça. Celui qui a écrit ce carnet, il comprenait la machine mieux que beaucoup de techniciens. » Mathis a hoché la tête. Clara a insisté. « Pourquoi tu n'en as jamais parlé » Mathis a cherché ses mots. Puis il a dit la vérité, la plus simple. « Parce que personne n'aurait cru que ça compte. » Élise, qui écoutait sans intervenir, a posé sa tasse. Elle a regardé Mathis comme si elle comprenait enfin quelque chose qu'elle avait senti depuis longtemps. Mathis n'avait pas seulement acheté un tracteur. Il avait reçu une méthode et il l'avait protégée. Après cette soirée, quelque chose a changé. Pas dans le bruit. Pas dans les voisins. Pas dans les machines des autres. Mais à l'intérieur de la famille. Clara a commencé à aider Mathis à noter. Elle lui posait des questions sur les réglages. Sur les habitudes. Sur les signes faibles. Mathis, au début, était un peu gêné. Comme un homme qui n'a pas l'habitude d'expliquer ce qu'il fait bien. Puis il s'est détendu. Parce qu'il voyait Clara apprendre avec sérieux, sans arrogance. Elle ne disait pas « on devrait moderniser ». Elle disait « explique-moi pourquoi ». Et ça faisait du bien. Pendant ce temps-là, dehors, les autres couraient. Lucien avait encore acheté plus gros. Plus large. Plus rapide. Il parlait de rendement, de puissance, de délai. Et un jour, une de ses machines est tombée en panne au mauvais moment. Pas une panne dramatique au début, une usure, un roulement, une pièce qui lâche. Mais la réparation coûtait cher. Et surtout, elle arrivait quand il ne pouvait pas se le permettre. Lucien a dû faire appel à un atelier. Il a dû attendre. Et il a dû payer. Quand il est passé au magasin coopératif, il a croisé Mathis. « Tu sais, ce genre de choses, ça ne se prévoit pas » a dit Lucien, comme pour se convaincre. Mathis a répondu calmement.
On ne prévoit pas tout, mais on peut écouter ceux qui parlent. Lucien a ri, un peu nerveusement. Et tu parles comme un poète maintenant? Mathis n'a pas insisté. Parce que certaines phrases, on les comprend seulement quand on a déjà perdu quelque chose. Les années ont continué. Et un jour, la vie a frappé Mathis là où aucune machine ne peut aider. Élise a commencé à se fatiguer plus vite. Au début, elle disait que c'était rien. Que c'était l'âge. Que c'était une mauvaise période. Puis les rendez-vous médicaux se sont enchaînés. Les trajets. Les salles d'attente. Les silences dans la voiture. Mathis n'aimait pas parler de ça. Mais il le vivait de plein fouet. Clara revenait dès qu'elle pouvait. Et quand elle ne pouvait pas, elle appelait, tard le soir. Pendant cette période, la ferme ne s'est pas arrêtée. Parce qu'elle ne s'arrête jamais. Il fallait semer. Il fallait entretenir. Il fallait récolter. Alors Mathis a continué à travailler, parfois avec les yeux rouges de fatigue. Parfois avec la tête ailleurs. Parfois en ayant l'impression de marcher dans un brouillard. Et le tracteur démarrait. Le matin, quand la cour était froide, Mathis tournait la clé. Le moteur prenait. Comme une promesse silencieuse, je suis là. Le tracteur ne demandait pas comment ça allait. Il ne demandait pas si Mathis avait dormi. Il ne demandait pas si Mathis avait peur. Il travaillait. Il tenait. Et, étrangement, ça donnait à Mathis un point d'appui. Un repère. Quelque chose de solide au milieu du reste. Un soir, après une visite épuisante, Mathis est resté assis dans la cabine, sans bouger. Il a posé ses mains sur le volant. Il a regardé le champ devant lui, sans le voir vraiment. Puis, lentement, il a tiré la boîte à outils. Il a ouvert le carnet noir. Et il a relu la dernière phrase. « Cette machine te survivra si tu l'écoutes ?» Mathis a fermé les yeux. Et il a murmuré, pour lui-même. « Je t'écoute, je t'écoute. » Clara, de plus en plus présente, a fini par comprendre ce que son père n'avait jamais formulé. Ce carnet n'était pas seulement un guide technique. C'était une manière de vivre. Une manière de dire, je ne contrôle pas le monde, mais je peux contrôler ma discipline. Je ne peux pas empêcher la douleur, mais je peux empêcher le chaos. Je ne peux pas rendre la vie juste, mais je peux rendre mon travail honnête. Et tant que cette méthode existait, quelque chose tenait. Mathis a reposé le carnet noir dans la boîte à outils avec une lenteur presque cérémonieuse. Comme si refermer le couvercle, c'était refermer une chambre silencieuse où quelqu'un attendait encore. Il est descendu de la cabine. Le soir était frais. La cour était vide. Et pourtant, il avait l'impression qu'il n'était pas seul, parce que les mots d'Émile Renaud lui restaient dans la poitrine. Clara l'observait depuis la porte du hangar. Elle ne disait rien. Elle savait que son père tenait debout avec des choses minuscules, un réglage juste, une habitude répétée, une page écrite proprement. Et dans les mois qui ont suivi, la vie a exigé de lui ce qu'aucune terre n'exige, non pas de la force, mais de l'endurance. Les examens pour Élise se sont succédés. Au début, les médecins parlaient avec prudence. Puis les mots sont devenus plus clairs et plus lourds. Élise a pris une décision, la sienne. Une décision qui ne cherchait pas à gagner contre le temps, mais à le rendre vivable. Elle voulait rester chez elle. Elle voulait des matins simples, une fenêtre ouverte, une tasse chaude, la présence de Mathis. Pas des semaines entières dans des couloirs, avec des lumières blanches et des bruits de machines. Mathis l'a regardé et il a compris qu'il ne devait pas discuter. Il devait seulement être là. Alors il a réduit ce qu'il pouvait réduire. Il a simplifié les cultures. Il a demandé de l'aide à un jeune du coin pour les journées les plus longues. Clara revenait plus souvent. Elle s'organisait pour être disponible au moment des travaux les plus importants. Le tracteur, lui, a continué. Il faisait le semis, les passages de préparation, les transports. Pas avec arrogance. Avec cette constance tranquille qui finit par ressembler à de la fidélité. Un matin, Mathis est rentré tard. Il avait passé la nuit à côté d'Élise, à écouter sa respiration. Ses yeux brûlaient de fatigue. Il est allé dans la cour comme on marche dans un rêve. Il a tourné la clé. Le moteur est parti du premier coup. Et Mathis a eu une pensée étrange, presque coupable, au moins, toi, tu ne me lâches pas.
Autour d'eux, les autres continuaient leur course. Lucien, toujours pressé, avait agrandi son exploitation. Il louait plus de terres. Il parlait plus fort. Il annonçait des projets comme on annonce des victoires. Et Arnaud, lui aussi, s'était laissé entraîner. Nouvelle machine, nouveau crédit, nouveau confort et une dette qui ressemblait à une ombre. Les années où les prix étaient bons, ils avaient l'air invincibles. Ils se donnaient raison les uns aux autres. Ils se félicitaient des osés. Mathis ne les jugeait pas. Il ne disait pas qu'ils avaient tort. Mais il regardait, et il se rappelait un autre temps. Un temps où chaque dépense était un choix moral. Son père lui avait répété, quand tu dois de l'argent, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Et Mathis, depuis longtemps, ne voulait plus travailler pour quelqu'un d'autre. Puis il y a eu une période plus dure. Les prix ont bougé. Les charges ont grimpé. Des voisins ont commencé à respirer moins bien, pas à cause de la poussière, mais à cause de la peur. Arnaud est passé un soir, l'air tendu. Il a regardé la cour, les bâtiments, la prairie. « Ça va, chez toi ?» a-t-il demandé, mais la question voulait dire « tu tiens ». Mathis a répondu simplement « on fait ce qu'on peut ». Arnaud a fixé le vieux tracteur, stationné près du hangar. « Je comprends pas, comment il tourne encore ?» Mathis a senti sa gorge se serrer. Pas de fierté, plutôt une tristesse douce. « Je fais attention », a-t-il dit. Arnaud a soufflé, puis il est reparti. Mathis a compris, à cet instant, que s'il parlait du carnet. Arnaud ne rirait plus. Arnaud demanderait. Arnaud voudrait savoir. Et Mathis ne savait pas s'il avait le droit de donner ce secret. Pas tant par superstition, mais par respect. Parce que le carnet n'avait pas été écrit pour se vanter. Il avait été écrit pour survivre. Les semaines ont passé. Élise s'affaiblissait doucement. Elle gardait sa dignité. Elle gardait cette façon de sourire même quand elle n'avait plus d'énergie. Un après-midi, Mathis est revenu des champs et l'a trouvée assise près de la fenêtre. Elle regardait les arbres comme si elle les apprenait par cœur. Mathis s'est assis à côté d'elle. « Tu sais, je regrette pas l'enchère », a-t-il murmuré. Élise a tourné la tête, lentement. « Je le sais », a-t-elle répondu. Elle a posé sa main sur celle de Mathis. « Ce n'est pas le tracteur, c'est toi. Tu avais besoin de quelque chose qui t'obéit, quand tout le reste est incontrôlable. » Mathis a avalé sa salive. Parce que sa femme venait de dire, avec une simplicité cruelle, ce qu'il n'avait jamais osé formuler. Un matin d'été, Élise s'est éteinte. Sans bruit. Comme une lumière qui baisse doucement. La maison est devenue silencieuse d'une façon nouvelle. Pas le silence normal des campagnes, non. Un silence intérieur. Mathis a marché dans la maison comme un homme trop grand pour ses propres murs. Clara est restée avec lui. Elle a fait ce qu'on fait quand on aime, elle a rempli les vides avec des gestes. La ferme, cette année-là, a continué grâce à Clara et à son mari, Noé, un homme calme, solide, qui travaillait en ville mais revenait dès qu'il pouvait. Mathis, lui, n'a pas touché un champ pendant des semaines. Il regardait la cour. Les clôtures. Le hangar. Et le vieux tracteur qui attendait, comme s'il ne savait pas ce qui venait de se passer. Un matin, à la fin de l'été, Mathis a mis ses bottes. Il est allé vers le tracteur avec une lenteur douloureuse. Ses genoux le faisaient souffrir, et ce n'était pas seulement à cause de l'âge. Il a grimpé dans la cabine. Il a posé ses mains sur le volant, et il est resté là. Longtemps. Puis il a tourné la clé. Le moteur a démarré. Sans hésiter. Mathis a respiré, comme si un nœud se desserrait dans sa poitrine. Il a baissé les yeux vers la boîte à outils sous le siège. Il l'a tirée. Il l'a ouverte. Et il a relu, encore, la dernière page du carnet noir. « Cette machine te survivra si tu l'écoutes ?» Mathis a fermé le carnet. Il a compris quelque chose qui lui a fait mal, et du bien en même temps. Le tracteur n'avait pas seulement survécu aux moqueries. Il avait survécu aux saisons mauvaises. Il avait survécu aux dettes des autres. Il avait survécu au chaos. Et maintenant, il survivait même à l'absence. Pas parce qu'il était magique. Parce que quelqu'un, avant lui, avait pris le temps d'écrire ce qui compte.
Mathis a remis la boîte sous le siège. Il a passé la marche. Et il est parti vers le champ, lentement. Quand les disques ont commencé à mordre la terre, le bruit a rempli l'air. Un bruit simple. Un bruit de travail. Et ce bruit a fait quelque chose d'étrange dans le cœur de Mathis, il l'a ramené à la vie. Les années suivantes, Mathis a commencé à ralentir. Ses genoux, son dos, tout lui rappelait qu'il n'avait plus 20 ans. Clara et Noé prenaient de plus en plus le relais. Ils ont même acheté une machine d'occasion, raisonnable, simple, pas une nouveauté brillante, mais un outil fiable. Mathis continuait d'utiliser l'ancien tracteur pour les travaux légers. Foin. Petites tâches. Déplacement. Et toujours, il notait. Toujours, il écoutait. Un jour, Arnaud est passé. Son visage avait changé. Lui qui riait si fort autrefois, parlait plus bas désormais. J'ai dû vendre une partie, pour respirer, a-t-il avoué. Mathis a hoché la tête. Il n'a pas dit « je te l'avais dit ». Parce que ce genre de phrase ne sert qu'à enfoncer. Arnaud a regardé le vieux tracteur, puis Mathis. Tu sais, j'aimerais comprendre comment tu fais. Mathis a senti son cœur se serrer. Il aurait pu lui dire. Il aurait pu sortir le carnet. Il aurait pu partager le secret. Mais il a pensé à Élise. À son regard. À sa phrase, ce n'est pas le tracteur, c'est toi. Et Mathis a répondu simplement. Je fais attention. Tous les jours. Arnaud a baissé la tête, comme s'il comprenait que ce n'était pas une réponse facile à copier. Un soir, seul dans la cuisine, Mathis a regardé ses mains. Elles tremblaient un peu. Pas beaucoup. Juste assez pour lui rappeler que le temps gagne toujours, même quand on résiste bien. Il s'est demandé ce qu'il allait faire, un jour, quand il ne pourrait plus monter dans la cabine. Il a regardé vers la fenêtre, là où l'on voyait le hangar au loin. Et une idée s'est imposée, doucement, comme une vérité qu'on repousse trop longtemps. Un jour, il faudrait laisser partir cette machine. Et avec elle, il faudrait laisser partir le carnet. Cette idée est restée dans la tête de Mathis comme une graine sous la terre. Au début, on la sent à peine. Puis un jour, elle remonte et on ne peut plus faire semblant. Un matin froid, Mathis a essayé de monter dans la cabine, et sa jambe a refusé, une seconde trop longue. Il a serré les dents, a réussi quand même, mais il a compris. Ce n'était pas la machine qui vieillissait le plus vite. C'était lui. Clara et Noé géraient presque tout maintenant. Ils avaient leur rythme, leurs responsabilités, leurs propres soucis. Et Mathis ne voulait pas être un poids. Il ne voulait pas qu'un jour, on le retrouve coincé dans une cabine, trop fier pour demander de l'aide. Alors, une soirée, à table, il a dit les mots qu'il n'avait jamais voulu dire. « Je pense que je vais vendre le vieux tracteur. » Clara a relevé la tête, surprise. Noé a arrêté de mâcher. « Tu es sûr ?» a demandé Clara doucement. Mathis a pris une respiration lente. « Je crois que c'est le moment. » Il n'a pas dit tout de suite pourquoi. Pas vraiment. Parce que la vraie raison n'était pas seulement ses genoux. La vraie raison, c'était le carnet. Mathis avait gardé ce secret comme on garde une bougie allumée dans un hangar plein de vent. Il l'avait protégé. Il l'avait respecté. Et maintenant, il fallait faire ce qu'Émile Renaud avait, lui aussi, fait avant lui, passer la flamme, sans bruit. Les semaines suivantes, Mathis a mis de l'ordre. Pas seulement dans le hangar, dans sa vie. Il a vendu quelques bêtes, gardé la prairie autour de la maison, loué une partie des terres à un voisin plus grand, un voisin équipé de machines modernes, de systèmes de guidage, de cabines pleines d'écrans. Mathis ne jugeait pas. Il avait simplement choisi une autre route. Puis il a rédigé une annonce. Des phrases courtes. Honnêtes. Un tracteur ancien, nombreuses heures, entretien sérieux, fonctionnement excellent. Il n'a pas menti. Mais il n'a pas tout dit non plus. Le téléphone a sonné plusieurs fois. Certains appelaient juste pour marchander, sans même venir voir. D'autres promettaient de passer, et disparaissaient. Mathis répondait poliment. Puis il raccrochait, fatigué. Il se disait, peut-être que je me trompe, peut-être que je devrais le garder jusqu'à la fin. Mais chaque fois qu'il regardait ses genoux, chaque fois qu'il sentait son souffle devenir plus court, il revenait à la même conclusion, un outil, même fidèle, n'a de valeur que s'il sert.
Et ce tracteur devait encore servir. Un samedi matin, un homme a appelé. Sa voix était calme, posée. Il ne parlait pas trop. Il posait des questions simples, précises, comme quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle. Il s'appelait Marc Duhamel. « Je cherche une machine fiable, pour du travail de base », a-t-il dit. « Je ne veux pas de grosses dépenses. Je ne veux pas être coincé par des paiements. Je veux quelque chose que je peux comprendre. » Mathis a senti quelque chose se détendre en lui. « Vous pouvez venir quand vous voulez », a-t-il répondu. Marc est arrivé la semaine suivante, tôt. Le genre d'heure où le soleil est encore bas et où l'air sent la terre humide. Il est descendu de son véhicule sans se presser. Il a regardé la cour. Le hangar. Le tracteur. Puis il a fait ce que peu de gens font encore, il a tourné autour de la machine lentement. Il a inspecté les pneus, les attaches, les flexibles. Il a observé les joints. Il s'est accroupi. Il s'est même glissé dessous, sans se soucier de se salir. Mathis l'a regardé faire. Et il s'est dit, lui, il ne vient pas pour rêver. Il vient pour comprendre. Marc s'est relevé, a essuyé ses mains. Vous pouvez le démarrer. Mathis a grimpé dans la cabine. Il a posé ses mains sur le volant. C'était étrange, comme si, en montant, il montait aussi dans ses années passées. Dans les saisons difficiles. Dans les soirs où Élise l'attendait à la fenêtre. Il a tourné la clé. Le moteur est parti immédiatement. Rond. Stable. Sûr. Marc a écouté, sans parler. Il a laissé le silence faire son travail. Puis il a demandé. La prise de force? Mathis l'a engagé. Pas de vibration. Pas de fumée. Pas de plainte. Marc a hoché la tête. Ses yeux ne brillaient pas d'excitation, mais de confiance. Et ça, c'est plus rare. Il a attendu encore un moment, puis il a posé la question la plus importante. Vous avez un historique d'entretien? Mathis est resté immobile une seconde. Il aurait pu dire, oui, entretien régulier. Et s'arrêter là. Mais quelque chose, à l'intérieur, lui a dit que ce n'était pas le bon homme pour mentir. Et puis, Mathis ne voulait plus garder ce secret jusqu'à mourir. Alors, lentement, il s'est penché, a glissé sa main sous le siège, et il a tiré la boîte à outils. Il l'a posée devant Marc. Marc a ouvert le couvercle. Il a vu les reçus. Il a feuilleté le cahier de suivi. Et quand il a ouvert le petit carnet noir, son visage a changé. Il a lu quelques lignes, puis il a relevé les yeux vers Mathis. « Et qui a écrit ça ?» Mathis a répondu, d'une voix très simple. « Je ne sais pas. C'était là quand je l'ai acheté. » Marc a baissé les yeux vers les pages. « Et vous, vous avez suivi ça ?» Mathis a répondu sans hésiter. « Chaque ligne. Pendant des années. » Marc a refermé le carnet avec un respect presque silencieux. Comme si ce n'était plus du papier, mais une promesse. Il a inspiré. « Je vous donne plus que votre prix. » Mathis a cligné des yeux. « Ce n'est pas nécessaire. » Marc a secoué la tête. « Si. Parce que ce que vous me donnez, ce n'est pas seulement une machine. » Mathis n'a pas discuté. Il a senti un nœud dans sa gorge. Et il a compris, d'un coup, pourquoi il avait gardé le carnet secret si longtemps. Parce que les gens qui se moquent ne savent pas reconnaître la valeur. Et les gens qui reconnaissent la valeur n'ont pas besoin qu'on la crie. Le jour du départ, Marc est revenu avec une remorque. Mathis a aidé à attacher la machine. Ses gestes étaient lents. Pas seulement à cause de l'âge, à cause de l'émotion. Clara était là. Elle ne disait pas grand-chose. Elle regardait son père, et elle comprenait que ce moment, ce n'était pas une vente. C'était une transmission. Quand tout a été prêt, Marc a posé une main sur le bord de la remorque. « Je vais suivre ce système exactement. Et quand ce sera à mon tour, je le passerai comme vous l'avez fait. » Mathis a répondu immédiatement, sans réfléchir. « Le carnet reste avec la machine. » Marc a hoché la tête. « Bien sûr. » Le véhicule a démarré. La remorque a roulé sur le gravier. La poussière s'est levée. Et le vieux tracteur, celui qui avait porté tant d'heures, tant de saisons, s'est éloigné, lentement,
comme s'il quittait la maison en silence. Mathis est resté dans l'allée. Il a regardé jusqu'à ce qu'il ne voit plus rien. Puis il est entré dans le hangar. L'espace où la machine avait toujours été, était vide. Il y avait seulement une marque sombre au sol. Une trace d'huile ancienne, comme une ombre. Mathis a fixé cette trace. Longtemps. Il a pensé à Élise. À ses mains sur sa tasse. À son regard dans les jours difficiles. À tout ce que la vie avait pris, et à tout ce qu'elle avait laissé. Il a pensé à Arnaud, à Lucien, à ceux qui avaient ri, à ceux qui avaient couru, à ceux qui avaient cru que réussir voulait dire toujours plus grand, toujours plus neuf. Et il a compris une dernière chose, claire comme un matin d'hiver. Ce qui fait tenir un homme, ce n'est pas d'impressionner les autres. C'est de rester debout quand personne ne regarde. Mathis a quitté le hangar. Il a rejoint la maison. Il s'est assis à la table de la cuisine. Le soleil passait à travers la fenêtre, doucement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait plus besoin de cacher le secret. Parce que le secret avait fait ce qu'il devait faire. Il avait avancé. Et maintenant, c'est à vous. Qu'avez-vous pensé de notre histoire? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire, une décision critiquée au début, mais qui s'est révélée juste avec le temps? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vraiment vous lire. Et si vous aimez ces récits humains, simples, profonds, des histoires qui prennent leur temps, des histoires qui restent, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide cette chaîne à continuer, et à donner une voix à ces vies qu'on n'entend pas assez. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.